14. Donc c'est le rapport qui concerne On-Dijon. Ce rapport est un bel et véritable exercice de clarté. L'autorisation de programme initial était de 105 millions d'euros ville et métropole, dont 53 millions d'euros d'investissement sur 12 ans, jusqu'en 2030. Sur les 53 millions d'euros d'investissement, 12 millions concernent la ville. Dans ce rapport, on vous propose de passer de 12 millions à 24 millions d'investissements. Cela concerne le transfert du PC sécurité de Dumay à Kérolin pour 1,1 million d'euros. De 2018 à 2020, l'installation de 40 caméras supplémentaires et une sécurisation de sites municipaux pour 1,2 million d'euros. À partir de 2021, et ceci jusqu'en 2030, il est prévu plus de 700 000 euros par an de caméras supplémentaires et sécurisation de sites, soit 6,3 millions d'euros supplémentaires. S'ajoute 1 million d'euros d'équipements destinés à la tranquillité publique. Il s'agit notamment des équipements de policiers. Le stationnement intelligent au niveau des aires de livraison coûtera 500 000 euros supplémentaires. Enfin, se rajoute 1,6 million d'euros d'actualisation de prix. Un rappel important, tous ces investissements supplémentaires sont financés sans avoir recours à l'emprunt. Il est important de le préciser. En face de ces investissements, on retrouve bien entendu du fonctionnement, 17,5 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 8 millions d'euros. Ce sont les conséquences des investissements supplémentaires. Deux exemples parmi tant d'autres. Le PC sécurité, nous sommes passés de 30 à 70 salariés. La maintenance des caméras, du système sécurité, incendie, intrusion, contrôle d'accès des sites municipaux, ça représente une augmentation de 3,5 millions d'euros. Et enfin, dans ce rapport, pour terminer, nous sollicitons l'ensemble des subventions susceptibles d'être accordées. Merci. Sur ce rapport, Monsieur De Vrégil a demandé la parole avant Madame Maude. Et donc, il aura d'abord la parole et après Madame Maude. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, On-Dijon est l'un des gros chantiers de la municipalité actuelle, avec la Cité de la gastronomie et la filière hydrogène, si on prend une perspective métropolitaine. Pourtant, il s'agit en quelque sorte d'un projet en trompe-l'œil, puisqu'il réunit sous un même chapeau un certain nombre de compétences qui seraient, quoi qu'il arrive, exercées par la ville. La synergie de ces missions, liées à l'éclairage public, à la gestion des données, à l'interconnexion de la signalisation routière ou bien encore à la vidéoprotection, devait avoir pour vocation d'apporter l'efficience attendue des politiques publiques. Au-delà de la stratégie de marketing territorial qui a bien fonctionné, appuyée sur la communication des grandes entreprises membres du groupement, l'opposition exprime certaines interrogations depuis le lancement du projet sur le périmètre précis du marché public, sur le cahier des charges confié et enfin sur l'affectation globale de l'enveloppe envisagée au départ de 105 millions d'euros sur 12 ans. Nous n'avons d'ailleurs jamais pu consulter le texte du contrat. Ces interrogations sont en grande partie liées au type de marché passé, un marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance, dit CREM, qui comme son nom l'indique est extrêmement intégré, en alliant à la fois des missions de maîtrise d'œuvre, de construction et d'exploitation, missions qui jusqu'en 2009 devaient être soumises à des logiques d'allotissement séparées pour une question de transparence. Ainsi, l'ensemble contractuel négocié à l'origine lie la collectivité sur toutes les dimensions du projet, cette dernière risquant de se trouver captive par la limitation de ses capacités de négociation. Le rapport témoigne de tout cela. Il souligne en effet 3 éléments. D'abord, l'apparition de nouveaux besoins de la municipalité. Si elle est normale sur une période de 12 ans, elle arrive néanmoins très précocement. Ainsi, sur la question de la tranquillité publique et notamment de la vidéoprotection, on est surpris qu'ils aient été tant sous-estimés lors de la négociation en 2017. Il faut donc déjà budgéter des dépenses supplémentaires et pas une paille, puisqu'après seulement 3 ans de marché, elles atteignent déjà près de 20 millions d'euros en investissement et en fonctionnement, puisque l'un est lié à l'autre. Et je ne parle pas de la partie du marché concernant la métropole, où il s'agit de 24 millions d'euros supplémentaires. Ensuite, la souplesse apparente présentée dans les rapports précédemment examinés dans les conseils précédents semblait jusqu'ici permettre de jongler avec les crédits de paiement d'exercice en exercice sans rien perturber, en restant dans une enveloppe pluriannuelle d'autorisation. Cependant, 3 ans plus tard, on réalise que des dépenses complémentaires ont été portées par le consortium et que la collectivité doit donc réabonder le marché. Enfin, la complétude de la négociation pour un contrat d'une telle envergure est rappelée avec honnêteté dans la note accompagnant le rapport. Je cite, « La création rapide de l'autorisation de programme n'avait pas permis de prendre en compte les effets de révision de prix, ceci pour 3,5 millions d'euros sur 12 ans. En clair, on a en partie oublié l'inflation.
ce qui est quand même très regrettable compte tenu du temps de préparation de ce contrat et l'importance des sommes en jeu. Voilà, mes chers collègues, il est difficile pour nous de soutenir ce rapport qui finalement souligne une certaine fuite en avant bien précoce du marché ON-Dijon. Il s'agit de l'envers du décor financier contractuel de politique publique indispensable porté par le consortium. Cela vient aussi rappeler que les grands projets ont parfois plus intérêt à être portés par des structures à taille humaine, comme le défendait en son temps l'économiste keynésien britannique Schumacher, Small is beautiful. Je vous remercie. C'est bien dit tout ça, mais quand on fait des efforts de transparence, ça ne vous plaît pas. Quand on fait pas d'efforts de transparence, vous les réclamez. Et donc, là, je vais les donner à M. Copé, puisqu'il vient visiter ON-Dijon dans les prochaines semaines. Donc, je vais lui expliquer quand même comment on avance, comment on travaille ensemble et tout. Je crois qu'il avait eu votre soutien lors d'une primaire, M. Bichot. Et donc, voilà. Madame Maude a demandé la parole, et elle, là. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. En 2017, le coût particulièrement important du dispositif ON-Dijon et l'enjeu de la collecte et de la protection des données personnelles avaient déjà suscité un vif débat au sein des assemblées municipales et métropolitaines. Pour les écologistes, l'intérêt du dispositif reposait essentiellement sur les objectifs de performance énergétique avec 65% d'économie d'énergie sur l'éclairage public grâce à la rénovation de plus de 3400 points lumineux. Donc plutôt intéressant. 3 ans plus tard, le constat est tout autre. Vous nous présentez des autorisations de programmes actualisées avec des budgets qui explosent littéralement. La section investissement passe d'un prévisionnel de 12 280 000 euros sur 12 ans à 24 910 000 euros et une autorisation d'engagement de fonctionnement qui passe de 17 738 000 euros à 26 253 000 euros. Explosion des budgets qui s'expliquent selon le rapport par des besoins nouveaux. Ils ont été expliqués par votre adjoint. Donc des outils pour accélérer la transition énergétique, pas du tout. Vous ajoutez des millions pour renforcer une politique de sécurité publique qui repose en très grande partie sur la technologie de la vidéosurveillance. Outre les 800 000 euros de crédits supplémentaires débloqués depuis 3 ans pour redéployer des caméras de vidéosurveillance et des crédits pour la maintenance de l'existant, c'est désormais entre 2020 et 2030 6 millions d'euros supplémentaires que vous voulez engager sur ces caméras. C'est évident, les nouveaux besoins du dispositif, comme le justifie le rapport, comportent une dérive inquiétante. On met, selon nous, des moyens trop importants au service non pas d'une ville intelligence, mais d'une ville de la surveillance généralisée. D'ailleurs, à ce propos, le rapport n'évoque aucunement les démarches prévues pour respecter la vie privée et éviter la commercialisation des données personnelles. Nous vous avions pourtant alerté dès 2017 lors du vote sur les autorisations de programme. Partagez d'ailleurs notre proposition qui consistait à mettre en place un dispositif visant à préserver l'anonymat des données issues des services publics et à nommer un correspondant direct auprès de la CNIL pour préserver la confidentialité des données personnelles. Peut-on savoir où on en est aujourd'hui à ce propos? Enfin, au regard des investissements effectués et des nouveaux besoins exprimés, la transition énergétique ne semble malheureusement plus être la finalité principale de ON-Dijon, qui met donc, comme je l'ai dit, l'accent sur la vidéosurveillance. Nous l'avons déjà exprimé, la tranquillité publique à laquelle aspirent bien évidemment et bien normalement les Dijonnaises et Dijonnais, à laquelle nous aspirons bien évidemment aussi, ne saurait se résoudre uniquement par le recours à cette vidéosurveillance, d'autant plus que les caméras, et c'est une des raisons de ces dépenses aussi, sont régulièrement vandalisées par ceux qui commettent les délits. En conclusion, donc le groupe des élus écologistes et citoyens s'abstiendra sur ce rapport à cause des sommes énormes investies sur la technologie de la surveillance. Dernier point, nous le répétons, ces sommes pourraient être réaffectées en partie judicieusement sur des postes de médiateurs, d'éducateurs pour une politique de tranquillité publique où l'humain permet de pacifier les relations. Et d'autre part, si nous ne faisons que nous abstenir sur ce rapport, c'est parce que nous sommes aussi conscients que les équipements et investissements nécessaires pour mieux vivre le bouleversement climatique et contrer autant que possible le réchauffement climatique peut parfois aussi passer par la technologie. Ça a été dit, donc diminuer la consommation de l'éclairage public ou encore améliorer la circulation en gérant les flux au mieux. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hameau a demandé la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je savais que ce rapport allait susciter quelques remarques, c'est bien légitime. Concernant notre collègue de Vrégy, je pense que
Nous sommes dans un dossier qui est très complexe. Nous sommes dans un dossier qui associe la question de la complexité, puisque nous avons travaillé à intégrer un certain nombre de grandes fonctions urbaines, vous l'avez dit. Nous avons recherché de la performance dans différents domaines, et donc, évidemment, c'est pas évident à comprendre. Et pour autant, à travers ce projet qui n'est pas que du marketing territorial, parce que vous savez, le marketing territorial, ça voudrait dire que 75 villes françaises seraient venues faire du tourisme à Dijon, je veux bien l'entendre, hein, y compris Meaux, et que 12 délégations étrangères, dont le ministère des Transports du Japon, des Brésiliens, des Australiens, seraient venus faire du tourisme à Dijon. Évidemment, je veux bien aussi l'entendre, mais tous ces gens-là ont beaucoup à faire. Et les Brésiliens, ça m'inquiète quand même. Mais c'était avant le Covid. Et monsieur le maire, puisque vous parlez des Brésiliens et du Covid, ça me permet aussi de dire que pendant la période de mars à juin de la première phase du Covid, nous avons pu, grâce au portail Dijon, aider plus de 40 000 personnes sur cette période qui ont eu besoin de notre soutien, qui ont eu besoin qu'on s'occupe d'elles, des personnes âgées, que ce n'est pas que des technologies de surveillance, les caméras, puisque des gens ont eu des accidents, ils étaient seuls dans la rue, et donc on a pu signaler, du point de vue de la santé, on a pu signaler ces accidents, on a pu faire intervenir les pompiers, le SAMU, être en lien avec le CHU. On a pu aider des gens qui, dans les quartiers populaires, avaient besoin d'aller chercher de l'argent, puisque la plupart du temps, leur banquier, c'est la Poste. Et donc, lorsque la Poste était fermée, ils avaient besoin de se déplacer. On a pu interagir avec la police municipale, la police nationale, pour ne pas les verbaliser au moment où il fallait qu'ils aient quand même de quoi aller faire leurs courses. Donc ça n'est pas seulement de la technologie de la surveillance, ce serait un peu trop facile. Parce que si c'était que ça, évidemment, 75 délégations françaises ne seraient pas venues à Dijon. La deuxième chose, il a été évoqué la question de la transition écologique et de la transition énergétique. Évidemment, ce n'est pas à la ville de Dijon que nous allons voir ce sujet, c'est plutôt à Dijon Métropole. Donc nous travaillerons et nous dirons ce que nous avons à faire sur le sujet. La question de la technologie et des data, des données qui ont été évoquées, évidemment, elle est au cœur même du projet, puisque avant même que la loi concernant la question des données personnelles soit votée, nous avions inscrit dans le projet lui-même la question du RGPD qui permet de protéger la vie privée de chacun. Nous avons aussi voté en décembre de l'année dernière le principe d'un comité d'éthique, et donc nous allons travailler sur le sujet, c'est très important, vous avez en effet raison. Et nous avons eu un contrôle de la CNIL qui est venu pour voir comment nous travaillons. Vous oubliez une chose très importante, je vous le dis toutefois, il y a aussi la question de la cybersécurité sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied, sur laquelle nous faisons tout ce qu'il faut pour faire en sorte que notre dispositif fonctionne. Alors oui, il y a des ajustements. Oui, nous avons pendant 3 ans, sur un contrat qui n'existe nulle part ailleurs, appris. Et donc nous avons eu finalement un retour d'expérience. Et c'est à travers ce rapport, vous voyez le bilan que nous faisons. À partir de ce retour d'expérience, nous accélérons. Nous accélérons parce que la tranquillité publique est un sujet important pour nos concitoyens. Nous le faisons dans le respect de leur liberté, parce que ça nous paraît fondamental, à nous aussi. Et donc... voilà ce que je voulais vous dire, moi, de manière à apporter quelques explications à vos questions. Madame Kunders a demandé la parole. Oui, merci. Je voudrais juste dire que moi, je me réjouis de cette délibération qui intègre notamment les nouveaux besoins, notamment en matière de tranquillité publique, comme l'a dit notre collègue François Deseille, et pour 3 raisons. La première, ça a été dit, mais c'est parce qu'on va remplacer des caméras suite à des actes de vandalisme. Alors, on ne peut pas le prévoir, ça, les actes de vandalisme. Et puis finalement, si elles sont vandalisées, c'est qu'elles gênent. Donc c'est que finalement, elles sont efficaces. Et donc il faudra continuer effectivement à les remplacer. Également parce qu'on va consolider aussi le maillage de la vidéoprotection sur des secteurs où le déploiement était existant mais pas assez suffisant. Et donc effectivement, sur certains secteurs où il y avait déjà des caméras de vidéoprotection, on s'est aperçu qu'il était important d'en implanter une deuxième parce qu'il y avait des angles qui étaient non pourvus, et puis aussi parce que comme elles gênent, les phénomènes se déplacent, donc c'est important également d'avoir un bon maillage, et ça ne se prévoit pas, on ne pouvait pas le savoir il y a quelques années, d'où l'augmentation des besoins. La deuxième raison, ça a été dit, c'est qu'on va aussi installer de nouvelles caméras. Alors c'est souvent une demande que vous nous faites.
et d'ailleurs vous nous faites les demandes alors que vous savez très bien qu'on en a installé, mais vous, sur certains secteurs, vous surfez là-dessus, donc après c'est compliqué de nous reprocher finalement d'en mettre et de dépenser pour la mise en place de ces caméras. Donc on va continuer parce que c'est important également de renforcer la sécurité dans certains secteurs, et je pense notamment au secteur drapeau. Il y a quelques années, c'était un secteur paisible. Il va le redevenir parce que je peux vous dire qu'il y a la pression de la police municipale, de la police nationale, de la justice sur ce secteur, et pour autant, il était important qu'on installe des nouvelles caméras sur ce secteur. Également, il y a des nouvelles caméras qui n'existaient pas, qui sont beaucoup plus coûteuses maintenant, mais beaucoup plus fines, qui travaillent sur le son, qui travaillent aussi, c'est plus un balayage comme c'est le cas de nos anciennes caméras, un balayage lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents qui sont au CIVO. Donc ça aussi, ça a un coût, et c'est important aussi qu'on renouvelle notre parc de caméras dans l'existant, mais également dans les zones qui n'existaient pas. Et puis, ce développement de la vidéoprotection, il a aussi pour objectif, ça a été dit, de protéger les espaces et les équipements municipaux publics. Et je peux vous dire que grâce à ça, et notamment récemment, on a évité des drames, des gros drames. Donc il faudra qu'on continue justement à sécuriser nos équipements publics. Il y a pas plus tard que 3 semaines ou un mois, des jeunes ont essayé de mettre le feu dans des gymnases, dans des salles, et grâce à ces caméras qui ont été mises, grâce au système anti-intrusion, on a évité des grands drames. Donc il faut continuer, et moi vraiment je pousse mon collègue François Deseille à continuer dans ce secteur. Et puis la troisième raison, c'est le centre de supervision urbain qui s'appelle maintenant le CIVO, qui a été réaménagé, qui a été renouvelé, puisqu'il a pris sa place dans la plateforme On Dijon. Ce n'était pas forcément au début l'idée, mais finalement on a vu qu'on avait un bel outil et c'était pertinent de regrouper tout dans un même secteur. C'est bien parce que ce secteur s'est encore amélioré, comme le dit mon collègue Denis Hameau. Il y a de nombreuses villes qui viennent nous voir, et en matière de sécurité également, on a vraiment des belles images, un bel outil, et ça permet vraiment de continuer à travailler ce lien étroit avec la police nationale, avec également la justice, parce que ça a été dit, ça ne sert pas que à surveiller, ça sert à sauver des vies, ça sert à retrouver des gens perdus, mais ça sert aussi à régler des affaires. Donc il faut vraiment continuer, et je tiens à dire, parce que j'avais la délégation au personnel aussi, c'est aussi par rapport aux conditions de travail de nos agents, de les avoir accueillis dans ce beau site On Dijon, c'est aussi un plus. Donc on peut en être fier d'avoir ce beau site réaménagé, rénové, qui a pris sa place dans On Dijon. Et puis pour conclure, par rapport à la protection des données, bien entendu, nous y sommes très attentifs, et d'ailleurs dans quelques instants, mon collègue Vincent Testori aura l'occasion de présenter le renouvellement du comité d'éthique et de la vidéoprotection. Et d'ailleurs, Madame Monde, un de vos membres, y siégeait au mandat précédent, donc vous connaissez très bien. Oui, j'ai dit un de vos membres, il n'est plus là, mais il y avait un élu. Et et donc l'objectif, ce sera effectivement de travailler sur la protection des données et sur le comité éthique. Et je rappelle que beaucoup de villes ne l'ont pas mis en place, et qu'on peut être fier aussi à Dijon d'avoir mis en place un comité d'éthique et de la vidéoprotection sous votre proposition, Monsieur le maire. Merci. Oui, juste un point technique par rapport à la question sur l'évolution par rapport à 2017. Effectivement, avant, il y avait la possibilité d'avoir ce qu'on appelait un CIL, un correspondant informatique et liberté, par rapport à la CNIL. Ça a été changé grâce effectivement à l'application du RGPD. Maintenant, on a un DPO, Data Protector Officer, un délégué à la protection des données, et on peut le contacter, puisque dans tous les sites de la ville de Dijon, on le voit, et il est indiqué dpo@métropole.fr, et donc voilà pour la question de la protection des données. Et on a un excellent master qui a été mis en place justement pour former notamment des DPO qui fonctionnent à l'Université de Bourgogne. Alors, moi, je voudrais dire qu'on est aussi accompagné quand même financièrement sur ce projet d'autorisation de programme. On est accompagné, excusez du peu, par l'Union européenne, on est accompagné par la région, et donc l'État aussi sur la partie éclairage TSIL pour la partie Dijon, car nous aurons l'occasion de parler plus largement du projet pour ce qui concerne l'éclairage public à l'occasion de la métropole jeudi soir.
En tous les cas, merci aux uns et aux autres pour les précisions qui ont été apportées. Donc, c'est vrai que quand on prévoit à 10 ans, on va peut-être avoir encore d'autres surprises, peut-être des bonnes. Pourquoi penser qu'on n'aura toujours que des mauvaises surprises? Peut-être un jour, on nous dira qu'on n'aura plus besoin de caméras de vidéo. Je ne sais pas, je donne cet exemple. À ce moment-là, ben, on laissera les anciennes. Et puis peut-être un jour, on fera venir Lula, ça changera pour le Brésil. Voilà, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Bon. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oppositions. Et je suppose quelques abstentions, Madame Mode, ainsi que vous l'avez annoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Il en est ainsi décidé. Je vous propose de poursuivre. Alors, attendez que je reprenne mon ordre du jour. Tac, 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 tac. Ben, c'est toujours Monsieur Desailles.